Guy de Maupassant. Les rois. Ah, dit le capitaine comte de Garance, je crois bien que je me le rappelle, ce souper des rois, pendant la guerre. J'étais alors maréchal des logis de hussards, et depuis 15 jours, rôdant en éclaireur, en face d'une avant-garde allemande. La veille, nous avions sabré quelques uhlans et perdu 3 hommes, dont ce pauvre petit Rodeville. Vous vous rappelez bien, Joseph de Rodeville. Or, ce jour-là, mon capitaine m'ordonna de prendre 10 cavaliers et d'aller occuper et de garder toute la nuit le village de Porterin, où l'on s'était battu 5 fois en 3 semaines. Il ne restait pas 20 maisons debout, ni 12 habitants dans ce guêpier. Je pris donc 10 cavaliers et je partis vers 4 heures. À 5 heures, en pleine nuit, nous atteignîmes les premiers murs de Porterin. Je fis halte et j'ordonnai à Marchat. Vous savez bien, Pierre de Marchat, qui a épousé depuis la petite Martel-Auvelin, la fille du marquis de Martel-Auvelin, d'entrer tout seul dans le village et de m'apporter des nouvelles. Je n'avais choisi que des volontaires, tous de bonne famille. Ça fait plaisir dans le service de ne pas tutoyer des mufles. Ce Marchat était dégourdi comme pas un, fin comme un renard et souple comme un serpent. Il savait éventer des Prussiens, ainsi qu'un chien évente un lièvre, trouver des vivres là où nous serions morts de faim sans lui. Et il obtenait des renseignements de tout le monde, des renseignements toujours sûrs, avec une adresse inimaginable. Il revint au bout de 10 minutes. « Ça va bien, dit-il. Aucun Prussien n'a passé par ici depuis 3 jours. Il est sinistre, ce village. J'ai causé avec une bonne sœur qui garde 4 ou 5 malades dans un couvent abandonné. » J'ordonnai d'aller de l'avant, et nous pénétrâmes dans la ruelle principale. On apercevait vaguement à droite, à gauche, des murs sans toit, à peine visibles dans la nuit profonde. De place en place, une lumière brillait derrière une vitre. Une famille était restée pour garder sa demeure, à peu près debout, une famille de braves ou de pauvres. La pluie commençait à tomber, une pluie menue, glacée, qui nous gelait avant de nous avoir mouillés, rien qu'en touchant les manteaux. Les chevaux trébuchaient sur des pierres, sur des poutres, sur des meubles. Marchat nous guidait, à pied, devant nous, et traînant sa bête par la bride. « Où nous mènes-tu » lui demandai-je. Il répondit « J'ai un gîte, un bon. » Et il s'arrêta bientôt devant une petite maison bourgeoise, demeurée entière, bien close, bâtie sur la rue, avec un jardin derrière. Au moyen d'un gros caillou ramassé près de la grille, Marchat fit sauter la serrure, puis il gravit le perron, défonça la porte d'entrée à coups de pied et à coups d'épaule, alluma un bout de bougie qu'il avait toujours en poche, et nous précéda dans un bon et confortable logis de particulier riche, en nous guidant avec assurance, avec une assurance admirable, comme s'il avait vécu dans cette maison qu'il voyait pour la première fois. 2 hommes restés dehors gardaient nos chevaux. Marchat dit au gros ponderel, qui le suivait. « Les écuries doivent être à gauche. J'ai vu ça en entrant. Va donc y loger les bêtes dont nous n'avons pas besoin. » Puis se tournant vers moi, « Donne des ordres, sacrebleu !» Il m'étonnait toujours, ce gaillard-là. Je répondis en riant, « Je vais placer mes sentinelles aux abords du pays. Je te retrouverai ici. » Il demanda, « Combien prends-tu d'hommes ?»« 5. Les autres les relèveront à 10 heures du soir. »« Bon, tu m'en laisses 4 pour faire les provisions, la cuisine et mettre la table. Moi, je trouverai la cachette au vin. » Et je m'en allais reconnaître les rues désertes jusqu'à la sortie sur la plaine, pour y placer mes factionnaires. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour. Je trouvais Marchat étendu dans un grand fauteuil Voltaire, dont il avait ôté la housse, par amour du luxe, disait-il. Il se chauffait les pieds au feu, en fumant un cigare excellent dont le parfum emplissait la pièce. Il était seul, les coudes sur les bras du siège, la tête entre les épaules, les joues roses, l'œil brillant, l'air enchanté. Dans la pièce voisine, j'entendais un bruit de vaisselle. Marchat me dit en souriant d'une façon béate, « Ça va, j'ai trouvé le Bordeaux dans le poulailler, le champagne sous les marches du perron, l'eau-de-vie. 50 bouteilles de vraie fine dans le potager, sous un poirier qui,
vu à la lanterne, ne m'a pas semblé droit. Comme solide, nous avons 2 poules, une oie, un canard, 3 pigeons et un merle cueilli dans une cage, rien que de la plume, comme tu vois. Tout ça cuit en ce moment. Ce pays est excellent. Je m'étais assis en face de lui. La flamme de la cheminée me grillait le nez et les joues. « Où as-tu trouvé ce bois-là » demandai-je. Il murmura. « Bois magnifique, voiture de maître, coupée. C'est la peinture qui donne cette flambée, un punch d'essence et de vernis. Bonne maison. » Je riais tant je le trouvais drôle, l'animal. Il reprit. « Dire que c'est jour des rois. J'ai fait mettre une fève dans l'oie. Mais pas de reine, c'est embêtant ça. » Je répétais comme un écho. « C'est embêtant, mais que veux-tu que j'y fasse, moi ? Que tu en trouves, parbleu. » »« De quoi ? » ?»« Des femmes. »« Des femmes ? Tu es fou. J'ai bien trouvé l'eau-de-vie sous un poirier, moi, et le champagne sous les marches du perron. Et rien ne pouvait me guider encore, tandis que pour toi, une jupe, c'est un indice certain. Cherche, mon vieux. » Il avait l'air si grave, si sérieux, si convaincu que je ne savais plus s'il plaisantait. Je répondis. « Voyons, Marcha, tu blagues. Je ne blague jamais dans le service. Mais où diable veux-tu que j'en trouve des femmes ? Où tu voudras. Il doit en rester 2 ou 3 dans le pays, des niches et à porte. » Je me levai. Il faisait trop chaud devant ce feu. Marcha reprit. « Veux-tu une idée ? » ?»« Oui. »« Va trouver le curé. »« Le curé, pourquoi faire ? » ?»« Invite-le à souper et prie-le d'amener une femme. »« Le curé, une femme ! Ha ha !» Marcha reprit, avec une extraordinaire gravité. « Je ne ris pas. Va trouver le curé, raconte-lui notre situation. Il doit s'embêter affreusement, il viendra. Mais dis-lui qu'il nous faut une femme au minimum, une femme comme il faut, bien entendu, puisque nous sommes tous des hommes du monde. Il doit connaître ses paroissiennes sur le bout des doigts. S'il y en a une possible pour nous, et si tu t'y prends bien, il te l'indiquera. Voyons, Marcha, à quoi penses-tu ? » ?»« Mon cher Garance, tu peux faire ça très bien. Ce serait même très drôle. Nous savons vivre, parbleu. Et nous serons d'une distinction parfaite, d'un chic extrême. Nomme-nous à l'abbé, fais-le rire, attendris-le, séduis-le et décide-le. » »« Non, c'est impossible. » Il rapprocha son fauteuil et, comme il connaissait mes côtés faibles, le gredin reprit. « Songe donc comme ce serait crâne à faire, et amusant à raconter. On en parlerait dans toute l'armée. Ça te ferait une rude réputation. » J'hésitais, tenté par l'aventure. Il insista. « Allons, mon petit Garance. Tu es chef de détachement. Toi seul peux aller trouver le chef de l'église en ce pays. Je t'en prie, vas-y. Je raconterai la chose en vers. Dans la revue des 2 mondes, après la guerre, je te le promets. Tu dois bien ça à tes hommes. Tu les fais assez marcher depuis 1 mois. » Je me levai en demandant. « Où est le presbytère ? » ?»« Tu prends la seconde rue à gauche, au bout, tu trouveras une avenue. Et au bout de l'avenue, l'église. Le presbytère est à côté. » Je sortais. Il me cria. « Dis-lui le menu pour lui donner faim. » Je découvris sans peine la petite maison de l'ecclésiastique, à côté d'une grande vilaine église de briques. Je frappai à coups de poing dans la porte, qui n'avait ni sonnette ni marteau, et une voix forte demanda à l'intérieur. « Qui va là ?» Je répondis. « Maréchal des logis de hussards. » J'entendis un bruit de verrous et de clés tournées, et je me trouvai en face d'un grand prêtre à gros ventre, avec une poitrine de lutteur, des mains formidables sortant de manches retroussées, un teint rouge et un air brave homme. Je fis le salut militaire. « Bonjour, monsieur le curé. » Il avait craint une surprise, une embûche de rôdeur, et il sourit en répondant. « Bonjour, mon ami, entrez. » Je le vis dans une petite chambre à pavés rouges, où brûlait un maigre feu, bien différent du brasier de Marcha. Il me montra une chaise et puis me dit « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Monsieur l'abbé, permettez-moi d'abord de me présenter. » Et je lui tendis ma carte. Il la reçut et lut à mi-voix « Le comte de Garance. » Je repris. « Nous sommes ici 11, monsieur l'abbé, 5 en grand-garde et 6 installés chez un habitant inconnu. Ces 6-là se nomment Garance, ici présent Pierre de Marcha, Ludovic de Ponderel, le baron d'Étreilly, Karl Massoulini, le fils du peintre, et Joseph Herbon, un jeune musicien. Je viens, en leur nom et au mien, vous prier de nous faire l'honneur de souper avec nous. C'est un souper des rois, monsieur le curé, et nous voudrions le rendre un peu gai. » Le prêtre souriait. Il murmura. « Il me semble que ce n'est guère l'occasion de s'amuser. » Je répondis. « Nous nous battons tous les jours, monsieur. 14 de nos camarades sont morts depuis 1 mois, et 3 sont restés par terre, hier encore. C'est la guerre. Nous jouons notre vie à tout instant.
N'avons-nous pas le droit de la jouer gaiement? Nous sommes Français, nous aimons rire. Nous savons rire partout. Nos pères riaient bien sur l'échafaud. Ce soir, nous voudrions nous dégourdir un peu, en gens comme il faut. Et non pas en soudards, vous me comprenez. Avons-nous tort? Il répondit vivement. Vous avez raison, mon ami, et j'accepte avec grand plaisir votre invitation. Il cria. Hermance! Une vieille paysanne, tordue, ridée, horrible, apparut et demanda. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne dîne pas ici, ma fille. Où que vous dînez donc? Avec messieurs les hussards. J'eus envie de dire. Amenez votre bonne pour voir la tête de Marchas, mais je n'osais point. Je repris. Parmi vos paroissiens restés dans le village, envoyez-vous quelqu'un ou quelqu'une que je puisse inviter aussi? Il hésita, chercha et déclara. Non, personne. J'insistais. Personne? Voyons, monsieur le curé, cherchez, ce serait très galant d'avoir des dames. Je m'entends, des ménages. Est-ce que je sais, moi? Le boulanger avec sa femme, l'épicier, l'horloger, le cordonnier, le pharmacien avec la pharmacienne. Nous avons un bon repas, du vin, et nous serions enchantés de laisser un bon souvenir aux gens d'ici. Le curé médita longtemps encore, puis prononça avec résolution. Non, personne. Je me mis à rire. Sacristi, monsieur le curé, c'est ennuyeux de n'avoir pas une reine, car nous avons une fève. Voyons, cherchez. Il n'y a pas un maire marié, un adjoint marié, un conseiller municipal marié, un instituteur marié. Non, toutes les dames sont parties. Quoi, il n'y a pas dans tout le pays une brave bourgeoise avec son bourgeois de mari, à qui nous pourrions faire ce plaisir, car ce serait un plaisir pour eux, un grand dans les circonstances présentes? Mais tout à coup le curé se mit à rire, d'un rire violent qui le secouait tout entier, et il criait « Ah ah ah! J'ai votre affaire, Jésus, Marie, j'ai votre affaire, ah ah ah! Nous allons rire, mes enfants, nous allons rire, et elles seront bien contentes, allez, bien contentes, ah ah! Où gîtez-vous » J'expliquai la maison en la décrivant, il comprit. « Très bien, c'est la propriété de monsieur Bertin Lavaille. J'y serai dans une demi-heure avec 4 dames, ah ah ah, 4 dames. » Il sortit avec moi, riant toujours, et me quitta, en répétant « Ça va, dans une demi-heure, maison Bertin Lavaille. » Je rentrai très vite, très étonné, très intrigué. « Combien de couverts ?» demanda Marchas en m'apercevant. 11, nous sommes 6 hussards, plus monsieur le curé et 4 dames. Il fut stupéfait, je triomphai. Il répétait « 4 dames? Tu dis 4 dames ?» Je dis 4 dames. « De vraies femmes? » De vraies femmes. Bigre, mes compliments. Je les accepte, je les mérite. Il quitta son fauteuil, ouvrit la porte, et j'aperçus une belle nappe blanche, jetée sur une longue table, autour de laquelle 3 hussards en tablier bleu disposaient des assiettes et des verres. « Il y aura des femmes !» cria Marchas. Et les 3 hommes se mirent à danser, en applaudissant de toute leur force. Tout était prêt, nous attendions. Nous attendîmes près d'1 heure. Une odeur délicieuse de volaille rôtie flottait dans toute la maison. Un coup frappé contre le volet nous souleva tous en même temps. Le gros Ponderel courut ouvrir, et au bout d'1 minute à peine, une petite bonne sœur apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était maigre, ridée, timide, et saluait coup sur coup les 4 hussards effarés qui la regardaient entrer. Derrière elle, un bruit de bâtons martelait le pavé du vestibule, et dès qu'elle eut pénétré dans le salon, j'aperçus, l'une suivant l'autre, 3 vieilles têtes en bonnet blanc, qui s'en venaient en se balançant avec des mouvements différents, l'une chavirant à droite, tandis que l'autre chavirait à gauche. Et 3 bonnes femmes se présentèrent, boitant, traînant la jambe, estropiées par les maladies et déformées par la vieillesse, 3 infirmes hors de service, les 3 seuls pensionnaires capables de marcher encore de l'établissement hospitalier que dirigeait la sœur Saint-Benoît. Elle s'était retournée vers ces invalides, pleine de sollicitude pour elles, puis voyant mes galons de maréchal de logis, elle me dit « Je vous remercie bien, monsieur l'officier, d'avoir pensé à ces pauvres femmes. Elles ont bien peu de plaisir dans la vie, et c'est pour elles en même temps un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites. » J'aperçus le curé, resté dans l'ombre du couloir, qui riait de tout son cœur. À mon tour, je me mis à rire, en regardant surtout la tête de Marchas, puis, montrant des sièges à la religieuse, « Asseyez-vous, ma sœur. Nous sommes très fiers et très heureux que vous ayez accepté notre modeste invitation. » Elle prit 3 chaises contre le mur, les aligna devant le feu, y conduisit ces 3 bonnes femmes, les plaça dessus, leur ôta leur canne et leur châle, qu'elle alla déposer dans un coin,
Puis, désignant la première, une maigre à ventre énorme, une hydropique assurément. Celle-là est la mère Paumelle, dont le mari s'est tué en tombant d'un toit et dont le fils est mort en Afrique. Elle a 62 ans. Puis elle désigna la seconde, une grande, dont la tête tremblait sans cesse. Celle-là est la mère Jean-Jean, âgée de 67 ans. Elle n'y voit plus guère, ayant eu la figure flambée dans un incendie et la jambe droite brûlée à moitié. Elle nous montra, enfin, la troisième, une espèce de naine avec des yeux saillants qui roulaient de tous les côtés, ronds et stupides. C'est la putois, une innocente. Elle est âgée de 44 ans seulement. J'avais salué les trois femmes, comme si on m'eût présenté à des altesses royales, et, me tournant vers le curé, « Vous êtes, monsieur l'abbé, un homme précieux, à qui nous devrons tous ici de la reconnaissance. » Tout le monde riait, en effet, hormis Marchas, qui semblait furieux. « Notre sœur Saint-Benoît est servie !» cria tout à coup Karl Massouligny. Je la fis passer devant avec le curé. Puis je soulevai la mère Paumelle dont je pris le bras, et que je traînais dans la pièce voisine, non sans peine, car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer. Le gros Ponderel enleva la mère Jean-Jean, qui gémissait pour avoir sa béquille, et le petit Joseph Herbon dirigea l'idiote, la putois, vers la salle à manger pleine d'odeurs de viande. Dès que nous fûmes en face de nos assiettes, la sœur tapa 3 coups dans ses mains, et les femmes firent, avec la précision de soldats qui présentent les armes, un grand signe de croix rapide. Puis le prêtre prononça, lentement, les paroles latines du Bénédicité. On s'assit, et les 2 poules parurent, apportées par Marchas, qui voulait servir pour ne point assister en convive à ce repas ridicule. Mais je criai « Vite, le champagne !» Un bouchon sauta avec un bruit de pistolet qu'on décharge, et, malgré la résistance du curé et de la bonne sœur, les 3 hussards assis à côté des 3 infirmes leur versèrent de force dans la bouche leurs 3 verres pleins. Massouligny, qui avait la faculté d'être chez lui partout et à l'aise avec tout le monde, faisait la cour à la mère Paumelle de la façon la plus drôle. L'hydropique, dont l'humeur était restée gaie, malgré ses malheurs, lui répondait en badinant avec une voix de fausset qui semblait factice, et elle riait si fort des plaisanteries de son voisin que son gros ventre semblait prêt à monter et à rouler sur la table. Le petit Herbon avait entrepris sérieusement de griser l'idiote, et le baron d'Étreillis, qui n'avait pas l'esprit alerte, interrogeait la Jean-Jean sur la vie, les habitudes et le règlement de l'hospice. La religieuse, effarée, criait à Massouligny « Oh, oh, vous allez la rendre malade, ne la faites pas rire comme ça, je vous en prie, monsieur, oh, monsieur !» Puis elle se levait et se jetait sur Herbon pour lui arracher des mains un verre plein qu'il vidait prestement entre les lèvres de la putois. Et le curé riait à se tordre, répétait à la sœur « Laissez donc, pour une fois, ça ne leur fait pas de mal, laissez donc. » Après les 2 poules, on avait mangé le canard, flanqué des 3 pigeons et du merle, et l'oie parut fumante, dorée, répandant une odeur chaude de viande rissolée et grasse. La Paumelle, qui s'animait, battit des mains. La Jean-Jean cessa de répondre aux questions nombreuses du baron, et la putois poussa des grognements de joie, moitié cris et moitié soupirs, comme font les petits enfants à qui l'on montre des bonbons. « Permettez-vous, dit le curé, que je me charge de cet animal. Je m'entends comme personne à ces opérations-là. »« Mais certainement, monsieur l'abbé. » Et la sœur dit, « Si on ouvrait un peu la fenêtre, elles ont trop chaud, je suis sûre qu'elles seront malades. » Je me tournai vers Marchas. « Ouvre la fenêtre 1 minute. » Il l'ouvrit, et l'air froid du dehors entra, fit vaciller les flammes, des bougies, et tournoyer la fumée de l'oie, dont le prêtre, une serviette au cou, soulevait les ailes avec science. Nous le regardions faire, sans parler maintenant, intéressé par le travail alléchant de ses mains, saisi d'un renouveau d'appétit à la vue de cette grosse bête dorée, dont les membres tombaient l'un après l'autre dans la sauce brune au fond du plat. Et tout à coup, au milieu de ce silence gourmand qui nous tenait attentifs, entra, par la fenêtre ouverte, le bruit lointain d'un coup de feu. Je fus debout si vite que ma chaise roula derrière moi et je criai « Tout le monde à cheval, toi, Marchas, tu vas prendre 2 hommes et aller aux nouvelles. Je t'attends ici dans 5 minutes. » Et pendant que les 3 cavaliers s'éloignaient au galop dans la nuit, je me mis en selle avec mes 2 autres hussards devant le perron de la villa, tandis que le curé, la sœur et les 3 bonnes femmes montraient aux fenêtres leurs têtes effarées. On n'entendait plus rien qu'un aboiement de chien dans la campagne. La pluie avait cessé, il faisait froid, très froid. Bientôt, je distinguai de nouveau le galop d'un seul cheval qui revenait. C'était Marchas, je lui criai « Eh bien ?» Il répondit
Rien du tout. François a blessé un vieux paysan qui refusait de répondre au qui-vive et qui continuait d'avancer, malgré l'ordre de passer au large. On la porte d'ailleurs, nous verrons ce que c'est. J'ordonnais de remettre les chevaux à l'écurie et j'envoyais mes 2 soldats au devant des autres, puis je rentrais dans la maison. Alors, le curé, Marchas et moi, nous descendîmes un matelas dans le salon pour y déposer le blessé. La sœur, déchirant une serviette, se mit à faire de la charpie, tandis que les 3 femmes éperdues restaient assises dans un coin. Bientôt, je distinguai un bruit de sabre traîné sur la route. Je pris une bougie pour éclairer les hommes qui revenaient, et ils parurent, portant cette chose inerte, molle, longue et sinistre, que devient un corps humain quand la vie ne le soutient plus. On déposa le blessé sur le matelas, préparé pour lui, et je vis du premier coup d'œil que c'était un moribond. Il râlait, et crachait du sang qui coulait des coins de ses lèvres, chassé de sa bouche, à chacun de ses hoquets. L'homme en était couvert, ses joues, sa barbe, ses cheveux, son cou, ses vêtements, semblaient en avoir été frottés, avoir été baigné dans une cuve rouge, et ce sang s'était figé sur lui, était devenu terne, mêlé de boue, horrible à voir. Le vieillard, enveloppé dans une grande limousine de berger, entr'ouvrait par moments ses yeux mornes, éteints, sans pensée, qui paraissaient stupides d'étonnement, comme ceux des bêtes que le chasseur tue, et qui le regardent, tombés à ses pieds, aux 3/4 mortes déjà, abrutis par la surprise et par l'épouvante. Le curé s'écria « Ah, c'est le père Placide, le vieux pasteur des moulins. Il est sourd, le pauvre, et n'a rien entendu. Ah, mon Dieu, vous avez tué ce malheureux !» La sœur avait écarté la blouse et la chemise et regardait au milieu de la poitrine un petit trou violet qui ne saignait plus. « Il n'y a rien à faire, dit-elle. » Le berger, haletant affreusement, crachait toujours du sang, avec chacun de ses derniers souffles, et on entendait dans sa gorge, jusqu'au fond de ses poumons, un gargouillement sinistre et continu. Le curé, debout au-dessus de lui, leva sa main droite, décrivit le signe de croix, et prononça d'une voix lente et solennelle les paroles latines qui lavent les âmes. Avant qu'il les eût achevées, le vieillard fut agité d'une courte secousse, comme si quelque chose venait de se briser en lui. Il ne respirait plus, il était mort. M'étant retourné, je vis un spectacle plus effrayant que l'agonie de ce misérable. Les 3 vieilles, debout, serrées l'une contre l'autre, hideuses, grimaçaient d'angoisse et d'horreur. Je m'approchai d'elles, et elles se mirent à pousser des cris aigus, en essayant de se sauver, comme si j'allais les tuer aussi. La Jean-Jean, que sa jambe brûlée ne portait plus, tomba de tout son long par terre. La sœur Saint-Benoît, abandonnant le mort, courut vers ses infirmes, et sans un mot pour moi, sans un regard, les couvrit de leur châle, leur donna leurs béquilles, les poussa vers la porte, les fit sortir et disparut avec elles dans la nuit profonde, si noire. Je compris que je ne pouvais même les faire accompagner par un hussard, car le seul bruit du sabre les eût affolés. Le curé regardait toujours le mort. S'étant enfin retourné vers moi, « Ah, quelle vilaine chose, dit-il.